Regard sur l'avenir, nouveau numéro, mesdames, messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la C360, la télévision panafricaine. 3 sujets seront évoqués aujourd'hui avec mes panélistes. D'abord, dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité de l'ONU, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger dénoncent le soutien du gouvernement ukrainien aux groupes armés terroristes qui menacent la paix dans la région du Sahel. Analyse et réflexion dans ce regard sur l'avenir. Également dans ce regard sur l'avenir, nous parlerons de la Guinée avec notamment la construction d'une base militaire française à Kourémalé, à la frontière avec le Mali. Et enfin, nous parlerons de la volonté de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, d'engager une diplomatie parlementaire avec l'AES pour sauver l'Union, a-t-elle dit. Donc voilà les 3 sujets qui seront évoqués tout à l'heure. Et mes panélistes aujourd'hui sont Labidi Naba, le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso. Bonjour, monsieur Labidi. Bonjour Dabira, bonjour à mes co-panélistes et bonjour à tous les téléspectateurs de C360. Deuxième invité sur ce plateau, monsieur Alouna Traoré, il est militant de la Révolution d'août 1983. Bonjour, monsieur Salutations Traoré. militantes à tous les téléspectateurs et tous nos admirateurs. C'est pour eux que nous sommes sur ce plateau. Alors donc, qui est bien dit. Monsieur Issouf Kaboré est le 3e invité sur ce plateau. Monsieur Kaboré est le président de la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest, Kampao, section du Burkina Faso. Bonjour. Bonjour, camarade Dabira. Bonjour à mes co-panélistes. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et bienvenue également sur ce plateau. Merci. Alors, on l'a dit tantôt dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité de l'ONU, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger dénoncent le soutien du gouvernement ukrainien aux groupes armés terroristes justement qui menacent la paix dans le Sahel. Ils demandent au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures pour faire cesser ce soutien qui menace la stabilité dans la région. Je vais commencer cette fois-ci avec monsieur Traoré. Alors, c'est une sollicitation, c'est une demande des ministres des Affaires étrangères. Au niveau, donc, les ministres demandent au Conseil de sécurité de l'ONU d'agir parce que depuis là, c'est silence radio. Alors, on dira que c'est de bonne guerre. C'est une belle initiative. Il faut l'apprécier à sa juste valeur. Les États de la Confédération parlent d'une seule voix. Le Mali est attaqué par qui? L'OTAN. L'OTAN, c'est qui? Suivez mon regard, c'est l'Occident collectif. Le summum de l'impérialisme. Et toutes les associations et organisations satellites, ils parlent de l'ONU également. Souvenez-vous de la requête faite par le Mali sur les agissements de la France coloniale et impérialiste. On a vu, le Mali, les autorités maliennes ont surpris la France en flagrant délit de terrorisme et ont attrait la France aux Nations Unies. La suite, vous la savez, silence par le veto français, un veto honteux. Donc, si les États de l'AES, d'une seule voix, on respecte les formes, ils demandent aux États soumis de respecter la norme internationale que eux-mêmes ne respectent pas. L'Occident collectif s'en fout des lois. Ils font des lois pour les autres. Souvenez-vous, il y a plein de structures, il y a plein de structures dans lesquelles les États-Unis ne participent pas. La Cour pénale internationale, c'est le dernier. Les États-Unis s'en foutent et il n'y a rien. Donc, qu'on écrive aux Nations Unies pour dire à l'OTAN, parce que l'Ukraine est un masque. C'est l'autre facette du terrorisme. Ils sont comme le caméléon. Ils agissent toujours couverts. Suivez mon regard. Mais le Conseil de sécurité qui a certainement suivi donc l'attaque de Tizawaten, puisque c'est un lien avec l'attaque les 24, 25 et 26 juillet dernier à Tizawaten, qui n'a pas dit un seul mot jusque-là. Cet appel pourrait donner quoi? Est-ce qu'il y a espoir à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU dise quelque chose, donne une suite favorable justement à ce que les ministres des Affaires
des Affaires étrangères de l'AES demande, M. Labidi? Oui, comme le camarade Traoré vient de le dire, il faut dire que depuis que nos pays de l'AES ont enclenché une marche vers leur véritable souveraineté, il y a eu beaucoup de dénonciations, beaucoup de plaintes déposées au niveau du Conseil de sécurité qui sont restées là. Cette dernière protestation, cette dernière plainte des ministres des Affaires étrangères de nos différents pays peut ne pas être en reste, peut ne pas sortir de cette particularité. Mais il est du devoir de nos pays de s'assumer face à l'histoire. Donc déjà, faire cette plainte-là de façon collective est importante, est à saluer. Et moi, je voudrais profiter rapidement pour dire le contexte dans lequel ça s'est passé. Vous l'avez dit, c'est suite à l'attaque de Tizawaten. Suite à cette attaque, nous avons suivi les médias, les mass médias impérialistes présenter cette attaque comme étant une défaite cuisante des armées du Mali et du Burkina. Parce qu'il faut rappeler que le Burkina, par les airs, a accompagné ses frères de combat à Tizawaten. Il y a eu un entretien du journaliste français Christophe Boisbouvier, et de son homologue mauritanien Lemim Ould Mohamed Salem, qui parlait justement de cette attaque et de cette compromission de l'Ukraine avec les terroristes, comme si c'était une chose normale. On dit, tout à fait, une ingérence dans les affaires d'un pays souverain. Parce qu'on dit dans cet entretien, écoutez, mais c'est une compromission que nous devons condamner, que la communauté internationale, si elle existait et elle était objective, devrait d'ailleurs s'en saisir pour régler les comptes de l'Ukraine et par l'Ukraine régler les comptes de l'OTAN. Mais qui est cette communauté internationale? Et ça m'a amené aussi à faire une réflexion sur les associations, les ONG que nous avons, qui pilulent, qui sont d'une certaine fourrure impérialiste au regard souvent de leur financement. Elles sont restées muettes. Il y a des organisations de la société civile qui se sont mises debout pour dire, voilà, le Burkina, l'armée burkinabé fait des exactions contre ses propres populations, des associations nationales comme internationales qui l'ont fait. Mais face à cette compromission, face à cette ingérence ignoble de l'OTAN au Mali et dans l'espace AES, elles sont restées muettes. Donc nous pensons, et sur ce point, qu'il était important et nécessaire que nos diplomaties puissent poser cette plainte-là pour l'histoire, ne serait-ce. Pour l'histoire, appréciation par rapport à l'action collective des ministres des Affaires étrangères, monsieur. Effectivement, c'est vraiment salutaire de voir nos ministres réagir de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, ce que les populations de l'AES doivent comprendre, l'AES est une puissance en devenir. Voilà, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous parlons d'une seule et unique voix. Et c'est comme ça que les pays doivent fonctionner. Ceux qui veulent être vraiment souverains doivent fonctionner de cette manière. Tout ce que l'ONU a mis en place, comme veto, comme tout ce qui est loi, en réalité ne s'applique pas sur les membres fondateurs. Mais cela s'applique aux pays colonisés. Voilà. Si on n'arrive pas à percevoir la chose comme ça, ça veut dire que ce soit les membres fondateurs de l'ONU, que ce soit leurs protégés, les actes qu'ils vont commettre dans nos différents États ne seront jamais pris en compte par l'ONU. L'ONU ne va jamais dire qu'il a vu. Mais quand les pays colonisés vont poser un acte
tout de suite on sort, on dit voilà, ça condamne partout, ça déclare partout. C'est nos présidents maintenant, on dit qu'on va les convoquer au niveau de la CPI et autres. Donnez-moi le nom d'un seul dirigeant de ces pays de l'ONU qui a été déjà conduit devant la Cour pénale internationale. Mais la Cour pénale internationale est où? Quels sont ceux qui l'ont mis en place? Ils l'ont mis en place pourquoi? Donc aujourd'hui, il est de bon temps que ces gens-là sachent que trop c'est trop. Voilà. Nous, on a décidé de ne plus faire partie de cette boîte noire. Il était donc de bon ton que le ministre des Affaires étrangères condamne de vive voix et cette ingérence étrangère qui est une violation même de la charte justement des Nations Unies. Alors, M. Traoré, je viens à vous, mais au niveau des Nations Unies, jusque-là, c'est le silence radio. Bon, quel effet cette dénonciation pourrait avoir? L'effet, ça fera date dans l'histoire. Comme le capitaine président le dit, notre diplomatie ne va pas s'encoquiner de langue de bois. Sinon, pour la simple petite histoire, comment comprendre l'Ukraine menée sur le terrain, qui est attaquée, dit-on entre griffes, par la Russie, parce que c'est elle qui l'a provoqué, se permet d'avoir des forces pour venir attaquer des États. Mais ça fait bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est la marche de l'impérialisme comme ça. C'est l'OTAN qui fait la guerre en Ukraine, sentant sa perte future et présente, se projette sur un autre terrain pour une autre défaite. Conseil de sécurité, comme on dit, c'est conseil de l'insécurité. Depuis vous êtes là, depuis l'ONU a été créée, montre-moi, dis-moi quel pays a été libéré ou quelle paix a été maintenue par les forces des Nations Unies. Quand ça chauffe, ils s'en vont. Ils sont là pour profiter, asseoir le système impérialiste. Donc, encore une fois, c'est le jeu de dupes. Les puissances colonisatrices, l'Occident collectif ne croit en aucune de ces structures. C'est comme l'araignée. Elle crée beaucoup de toiles et certaines mouches, nous sommes considérés comme des mouches, des États de seconde zone, c'est nous qu'on prend. Donc, encore une fois, c'est bien d'avoir réagi comme ça, qui montre la vitalité de l'AES. En commun, nous condamnons l'Ukraine, mais nous sommes prêts à en découdre avec n'importe quelle puissance qui s'hasarderait, parce qu'on s'est permis de mettre dehors la France et certains États qui sont en connexion incestueuse ou bien c'est des conceptions voulues, puisque ça se fait au vu et au su de leurs intérêts pour préserver. Comment recoloniser? Toute la bataille terroriste vise à recoloniser l'Afrique. Ils nous font peur. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Ils nous font peur et puis ils viennent s'installer et ils jouent au barracuda, les films et la communication pour dire qu'ils sont forts, ils sont puissants. On leur dit de partir, ils ne veulent pas partir. Comment comprendre? Dans les pays pauvres, on vous dit de partir, vous ne voulez pas partir. Donc la pauvreté est un mensonge. C'est les puissances qui nous appauvrissent, encore une fois. Donc il faut faire attention. La déclaration est bonne. C'est bienvenu pour l'histoire. On joue sur leur terrain, mais on sait qu'ils ne sont pas de bonne foi. La déclaration est bonne. Quel effet la déclaration aura? C'est la question à vous poser, M. Labidi. Oui, la déclaration déjà moralement pour nous autres de l'AES nous conforte dans notre position et dans notre protestation, dans la protestation que nous avons eue dès que je vous parlais de cet entretien, dès que nous avons vu et su que l'Ukraine s'était ingérée dans les affaires intérieures du Mali, en donnant des moyens financiers, de la formation, des informations stratégiques à des groupes terroristes qu'elle a malicieusement dénommés groupes rebelles djihadistes. Et à ce propos, nous l'avons toujours dit. Vous savez, l'impérialisme français, l'impérialisme occidental use de subterfuges pour toujours nous dominer, pour légaliser moralement
leurs exactions. Vous verrez alors qu'ils diront personnes stigmatisées, ethnie stigmatisée, groupe, personnes armées non étatiques. Donc, rebelles djihadistes. Toutes ces appellations participent à une légalisation morale des exactions et leur permettent de soutenir ces différents groupes-là afin qu'ils luttent contre des États souverains, des États normaux, des États reconnus par les Nations Unies. Est-ce à dire que le Conseil de sécurité de l'ONU ne donnera pas une suite à cette interpellation des ministres des Affaires Je étrangères? pense qu'il y a déjà beaucoup de plaintes sur leur table. Sans suite déjà. Sans suite. Et cette plainte-là, l'AES ne laissera pas passer. Parce qu'il faut déjà noter que les autres plaintes se sont faites dans des cadres isolés où les États, de façon unitaire, sont allés au Conseil de... Et cette fois-ci, c'est l'AES, c'est les trois diplomaties qui se sont réunies pour porter cette plainte-là. Ça ne va pas s'arrêter là. Parce que nous sommes dans des régimes révolutionnaires, des régimes pragmatiques qui vont mettre tous les moyens avec leurs partenaires des BRICS pour que sur la table du Conseil de sécurité que nous dénommons, comme le camarade l'a dit, Conseil d'insécurité. Conseil de sécurité. Pour que cette plainte-là soit traitée. C'est selon. Non, oui, je dis, nous la dénommons comme ça, à cause justement de ces pratiques et de ces actions à travers le monde, à travers cette partie qu'ils ont malicieusement encore dénommée tiers-monde. Tiers-monde. Alors, monsieur Kaboré, avant de vous passer la parole, nous allons rejoindre notre ami Abdoulaye Maïga depuis le Niger, qui va donner donc son point de vue par rapport donc à cette déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger au Conseil de sécurité de l'ONU. Bonjour, monsieur Maïga. Bonjour, monsieur. Alors, comment est-ce que vous analysez justement cette dénonciation des ministres des Affaires étrangères au Conseil de sécurité de l'ONU et quel effet cette dénonciation pourrait avoir? Pas une dénonciation des ministres des Affaires étrangères des trois États. Je dirais plutôt une dénonciation des trois États de l'AES. Parce que ces trois ministres ont agi ainsi personnels au nom des trois États. Donc, les réduire à une dénonciation des ministres des Affaires étrangères, moi, je ne peux pas cette lecture. Donc, je me félicite que l'AES est en train de réinventer la diplomatie au niveau de l'Afrique. L'AES est en train de donner une position magistrale du géopolitique et du bon sens à certains États, pour ne pas dire à tous les États africains, qui sont restés dans l'inertie depuis 1960. Et après le soutien officiel à travers l'ambassade d'Ukraine aux États-Unis au terrorisme, parce que moi je ne dirais pas rebelles, parce que reconnaître que ces gens sont des rebelles, pour les reconnaître un droit au terrorisme international installé au nord du Mali, donc au nord de l'AES. En agissant de la sorte, le Burkina Faso, le Mali et le Niger lancent un signal fort au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est, il faut le souligner, un instrument de domination impérialiste que les promoteurs de la violence et de la guerre mondiale ont installé aux Nations Unies, qui deviennent de plus en plus une institution désuète. Parce qu'aujourd'hui, le monde a atteint un niveau où le Conseil de sécurité des Nations Unies, au-delà, l'ONU est en dépassage des réalités que nous vivons. Ce qui me ramène au BRIC, qui est en train de créer les conditions pour casser les tabous et pour qu'un autre ordre mondial s'installe. Les trois États
savent pertinemment que le Conseil d'insécurité des Nations Unies, je le souligne, va faire comme il l'a toujours fait, faire semblant d'oublier de ne pas considérer cette dénonciation de ces États. Mais en agissant de la sorte, ce conseil prouvera à la face du monde qu'il est en phase avec l'OTAN et les instances de déstabilisation et du Sahel et un peu partout dans le reste du monde. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que cette institution n'est plus une garantie de justice et de sécurité pour le monde. Vous convenez avec moi que l'ambassade d'Ukraine au Sénégal ne peut pas faire une annonce sans l'accord de son gouvernement. Et nous savons que tout acte posé par l'Ukraine sur le plan international, il le fait après consultation de ses montants, des gens qui le poussent pour agir. Donc, ce n'est pas l'Ukraine qui nous a attaqués à Tizouaten. En réalité, c'est l'OTAN qui nous a attaqués. L'OTAN est en train de créer les conditions pour transférer le front ukrainien ici au Sahel pour nous divertir et nous empêcher d'amorcer le développement et la marche que nous avons entamée. Merci. C'est détrompé. Merci, monsieur Maïga, depuis le Niger. Alors, monsieur Kaboré, je viens à vous. L'AES demande au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures pour faire cesser justement ce soutien qui menace la stabilité dans la région. Y a-t-il espoir à voir le Conseil de sécurité de l'ONU donner une suite à cet appel? Déjà, ce que moi je dirais par rapport à ce point, c'est que c'est déjà une très bonne leçon de poser plainte auprès de l'ONU. Qu'ils réagissent ou pas, ça va rester dans les archives. Voilà. Même si c'est après nos générations, nos enfants viendront trouver qu'une plainte a été posée voilà, à une année, à une époque donnée, où l'AES a décidé de se séparer de ses anciens. C'est déjà une victoire en soi. C'est déjà une victoire en soi pour nous. Voilà, c'est déjà une victoire pour nous de pouvoir poser plainte parce que nous n'avons pas posé plainte en ne tenant pas compte des textes qui ont été écrits par cette organisation-là. Voilà. Les textes ont été écrits, tout le monde sait lire, c'est eux qui nous ont colonisés. C'est une ingérence étrangère. Il n'y a rien à faire. C'est une violation même de la charte. Effectivement, des Nations Unies. Voilà. Si les Nations Unies peuvent violer la charte et couvrir ce qu'ils ont fait comme ce qu'ils ont posé comme acte de violation, qu'ils le fassent. En tous les cas, le monde entier en tiendra compte que les Nations Unies ont violé les textes qu'eux-mêmes ont produits. Voilà, et ont invité les autres à adhérer. Donc c'est déjà une victoire pour nous. Voilà. Une victoire d'étape. Alors nous allons poursuivre avec notre deuxième sujet cette fois-ci pour parler de la Guinée. De la Guinée avec notamment la construction, l'ouverture d'une base militaire française à Kourémalé. C'est à la frontière avec le Mali. C'est une actualité qui fait couler encre et salive. Monsieur Traoré, y a-t-il matière à s'inquiéter? Il n'y a pas matière à s'inquiéter. Ah bon? Nous sommes en guerre et nous serons toujours en guerre. Ceux qui veulent recoloniser l'Afrique ne baisseront jamais, ne changeront jamais leur manière de faire. Hier encore, nous parlons du Nord Bénin, l'installation d'une base française. Et avant-hier, on parlait de l'installation d'une base au nord Côte d'Ivoire. Ce n'est pas étonnant qu'en Guinée, on place à côté de la frontière avec le Mali. La France veut nous faire peur. Elle a perdu déjà cette guerre. Le terrorisme, il faut déshabiller le terrorisme. Qui nous attaque? Il a été dit plusieurs fois. Ces terroristes-là, d'où viennent-ils? D'autant de moyens, autant d'argent, autant de moyens de communication en si peu de temps. Malgré les radars détenus par la puissance occidentale, la France ne voit jamais. Donc, la France fait peur aux États dans lesquels ils s'installent sous le prétexte de lutter contre le terrorisme pour installer les bases militaires pour sauvegarder leurs intérêts, qu'ils s'installent en Guinée, à l'est, à l'ouest, à toutes les frontières,
de toutes les façons, elles n'ont qu'à venir. Ils sont attendus du pied ferme par les États de l'AES, comme il a été dit. Au lendemain de notre sortie de la CEDEAO, l'envoi d'une force, quand les nouvelles autorités, nos camarades du Mali et du Niger ont pris le pouvoir, la CEDEAO voulait faire une intervention. Et de commun accord, le Burkina, le Mali ont déclaré, si vous touchez au Niger, vous avez touché à tous les États de l'AES, nous sommes là. Encore une fois, qu'elle s'installe dans ces différents environnements, si un pays de l'AES est attaqué, c'est tous les pays de l'AES ils auront tous les pays de l'AES sous leur dos. Et comme toujours, l'impérialisme français suivait ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. La France n'a jamais gagné une guerre. De toute l'histoire française, il n'y en a pas. Elle est peureuse, couardise, elle nous montre les muscles. Sur le terrain, nous l'attendons, de fermeté de pied. De fermeté de pied. Alors, monsieur Labidi, cette acceptation du président guinéen d'ouvrir justement une base militaire française chez lui, à la frontière avec le Mali, est-ce que ça vous a particulièrement surpris? Bon, pas beaucoup. Il faut dire... Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Parce que, vous savez, les prises de pouvoir militaire, malicieusement dénommées par l'impérialisme français, putschistes, coup d'état militaire, et on crie sur tous les toits, voilà, le peuple est perdu, des sanguinaires sont venus au pouvoir, sont indexés au régime militaire qui implémente, qui mettent en œuvre des gouvernances qui répondent aux aspirations de leur peuple. Ceux qui sont passés par les mêmes moyens, mais qui trahissent leur peuple, sont couardisement applaudis par ce même Occident, par cette même France impérialiste. On peut citer le Gabon, et le président gabonais, et le président, malheureusement, guinéen, Doumbouya. Ce président, par cette acceptation, fait honte à tous les peuples de l'AES et fait honte au peuple patriote guinéen qu'il trahit, et surtout les au Guinéens président. Attendaient une révolution à travers donc l'avènement de... Les Guinéens même attendaient un rattachement de la Guinée à l'AES. Et depuis déjà que le à ce président niveau, Doumbouya a dit qu'il n'était pas prêt pour sortir justement de la CEDEAO, on tout le voyait à fait. déjà venir. On le voyait déjà venir. Et pour terminer mon propos, il est en train de remuer les os du président Sékou Touré, qui, s'il était vivant, on saurait où est-ce qu'il aurait placé ce jeune militaire-là. Donc, tout simplement, il faut tout simplement dire que c'est une trahison. Et l'Occident a toujours employé des servants locaux, souvent à la tête de nos États, souvent dans des postes administratifs élevés de notre appareil administratif, pour lutter contre leurs propres frères. C'est ce qui est en train d'être fait, parce que pour un Africain digne de ce nom, il n'accepterait pas qu'une base française se mette en place dans son pays dans l'objectif certain d'attaquer d'autres frères qui ont tout simplement... Ça, on n'en sait rien d'abord. Non, nous savons. Non, vous n'avez rien à voir dans ça, j'assume mes propos. Et c'est ça, c'est pourquoi... Donc c'est à dessein. C'est à dessein. C'est à dessein, c'est pourquoi nous sommes vigilants. Et comme le camarade Traoré l'a dit, mais qu'ils se mobilisent, qu'ils se rassemblent, qu'ils mettent leur base là où ils veulent, nous serons encore prêts pour les affronter. D'ailleurs, ça va venir faciliter la tâche. Voilà, la tâche de cette guerre contre des terroristes que nous appelons, qu'ils ont appelé guerre asymétrique. Donc, quand la guerre est symétrique, quand elle est directe, là, ça nous
allège beaucoup la tâche et on finit justement ce type de confrontation. Ce type de confrontation. Monsieur Kabouré, est-ce la même lecture que vous faites? Est-ce à dessein l'ouverture de cette base militaire française au nord, justement à la frontière avec le Mali? Oui, cette ouverture de la base militaire au nord du Mali est un non-événement. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Et voilà. Ça fait couler encre et salive. Certains voient un complot en cours. D'autres pensent que c'est pour mieux attaquer l'AES. Pour vous, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement parce que déjà, si on avait déjà une base à la frontière avec du Burkina et la Côte d'Ivoire, on avait une base au niveau de la frontière Bénin-Niger. Si aujourd'hui on a une base au niveau de la frontière Mali et la Guinée, c'est un non-événement pour nous parce que psychologiquement on était préparé pour ça. Voilà. Nous savons, aujourd'hui quand l'histoire du terrorisme avait commencé, on disait que quand les Burkinabés les poursuivent, ils rentrent au Mali. Quand les Maliens les poursuivent, ils rentrent au Niger. Quand les Nigériens les poursuivent, ils reviennent au Burkina. Donc du coup, c'était une communication pour brouiller les pistes, pour mettre ces trois pays en conflit. Et aujourd'hui, on n'a pas réussi. Ces trois pays se sont mis ensemble. On va quitter dans quel pays maintenant pour venir maintenant s'aimer la zizanie entre ces trois pays? Il faut repartir sur d'autres frontières. Et c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Donc pour nous, on est déjà prêts. Mentalement, ça ne nous décourage pas. Nous, on est plus que prêts parce qu'on est déjà armés. Si entre nous, entre les trois frontières, ils n'ont pas réussi, maintenant, ils veulent s'écarter pour aller se préparer dans d'autres pays pour revenir. On les attend de plus belle. Vous les attendez de plus belle. L'AES les attend de plus belle. Je voulais juste ajouter que l'installation de cette base-là, il faut comprendre une chose, Dabira, c'est une usine de fabrication de terroristes qui s'est installée. De nouveaux terroristes pour une attaquer usine l'AES. de fabrication de terroristes. Suivez mon regard. Au Mali, quand ils y étaient, le terrorisme a prospéré. Au Niger, quand ils y étaient, le terrorisme a prospéré, propagé. Encore une fois, ils se sont installés au Bénin pour fabriquer du terrorisme. Partout où l'armée française est installée, ils ont fabriqué et généré des terroristes, des soldats pour nous attaquer. Comment recoloniser l'Afrique? Ils procèdent sous le vocable. Il y a un catéchisme selon l'Occident. Le lexique, les mots qu'ils utilisent, ils amènent les Noirs à se manquer de respect. Le terme, il y a plein de termes, de lexique. Ils ont un catéchisme assez bien rigoureux où ils nous font la messe des bonnes manières. Encore une fois, les États de l'AES, ça c'est un non-événement. Toutes les bases qui seront ouvertes dans les États frontaliers, c'est des centres de formation terroriste. Et cette acceptation du président guinéen vous a surpris particulièrement, lui qui est venu pour changer la donne dans son pays? Bon, je suis au regret de constater par les faits que les autorités actuelles en Guinée ne sont pas dans une révolution. Pour savoir qu'un régime est avec le peuple, suivez le commentaire fait par les Français. Regardez le silence et la complicité, l'avenance que les Guinéens, les autorités guinéennes inspirent aux médias français. Point de discute, le pays est bien géré, il reste la démocratie, ils vont la fabriquer collée pour que ça marche. Donc, les autorités guinéennes... Quand la France t'applaudit, tu fais son affaire. Et quand tu fais son affaire, certainement, ça sera au détriment de son peuple. Les autorités guinéennes sont civilisées. Quand la France vous colle, ils sont civilisés, ils sont démocrates, ils sont respectueux des droits de l'homme et des conventions internationales. Ça, c'est le catéchisme occidental. Suivez mon regard, les autorités gabonaises, l'autorité gabonaise porte le costume militaire, mais il est bienvenu, il est bien reçu aux Champs-Élysées. C'est un yes man. On les aime comme ça, les militaires. Donc, encore une fois, ce qui nous est servi, ce n'est pas étonnant. Les autorités guinéennes révèlent à la face du monde qui ils sont réellement. Qui ils sont réellement. Et quels sont les intérêts qu'ils défendent. Suivez mon regard. Le discours qui a été prononcé par le président guinéen aux Nations Unies était vraiment d'à propos. On ne veut plus d'eux, on est capable de se prendre en charge. Et les faits sont têtus et, comment on appelle, les faits sont têtus et trapus. Ça se voit, les autorités guinéennes sont avec l'Occident. Très clairement. Il n'y a rien à démontrer. Les faits sont constants
et accepter une base. Le camarade disait, le patriarche du panafricanisme, Sékou Touré, aujourd'hui, dans sa tombe, il est en train de tourner dans sa tombe, qui l'eût cru. Et pourtant. Mais de toutes les façons, le peuple guinéen n'a pas dit son dernier mot. Le peuple guinéen n'a pas dit son dernier mot. On attendra de voir ce que le peuple guinéen dira. Et alors, Monsieur Maïga est toujours avec nous. Alors, regard critique par rapport donc à cette actualité, l'ouverture d'une base militaire française en Guinée, à la frontière avec le Mali. Permettez-moi d'abord de citer le camarade président Ahmed Sékou Touré, quand il disait un Africain formé en Occident est généralement formaté pour servir les intérêts des Occidentaux au détriment des siens. Fin de citation. Et si le général président guinéen et son gouvernement acceptent l'installation d'une base militaire française à la frontière nord du Mali, il ne fait que respecter les termes par lesquels la DGSE française l'a aidé à prendre le pouvoir en Guinée. Nous savons tous que ce général est un légionnaire français. Et ça, ce n'est un secret pour personne. Nous savons que la première dame guinéenne est française. Et généralement, quand vous voyez les premières dames sont des françaises, on l'a vu en Côte d'Ivoire, en Guinée, en réalité, ce sont des correspondants de la DGSE française, qui sont aux côtés de nos hommes d'État pour les manipuler et faire passer des décisions au détriment de nos peuples, mais dans l'intérêt de l'Occident. Sinon, je ne peux pas comprendre, au vu de la similitude du peuple malien et guinéen, qui font partie du grand ensemble mandingue, qu'un président guinéen puisse comploter avec les Français, installer une base pour déstabiliser pas seulement le Mali, mais l'ensemble de la... Il n'a jamais été dit que c'est pour déstabiliser. Non, ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Le général, comment il s'appelle, le monsieur là, qui est sans importance, que je n'ai même pas retenu le son Cointre nom, le quoi Le Cointre. Le Cointre. Je pense si on écoute son argumentaire... On comprend tout de suite que c'est à dessein. L'installation de cette base vise nulle autre chose que de déstabiliser les pays de l'AES. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous savons, dans un premier temps, la France a cessé d'être une démocratie au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Macron se croit aujourd'hui dans la peau de Napoléon. Donc, c'est la reconquête de l'Afrique qui est en train de se préparer. Et ils savent très bien, aujourd'hui, avec le dynamique qui est là ici, dans l'espace AS, il faut étouffer le poussin dans l'œuf. Et comment le faire? Il faut une attaque simultanée contre le Mali, le Burkina et le Niger. Et je ne vous apprends rien. Si je vous informe qu'indépendamment des bases françaises au Bénin, il y a des détachements de l'armée française et américaine qui sont au nord du Nigeria. Donc, ce n'est pas seulement la France. Les États-Unis sont entrés maintenant dans la danse pour déstabiliser l'espace AES. Donc, aujourd'hui, si on prend nos frontières, nous avons la sécurité partout. Nulle part. La seule chose qui nous reste, c'est que nos armées comprennent l'enjeu, prennent les dispositions qui s'imposent et montrer à ces plutôt mercenaires, terroristes ou bien quoi, qu'ils maîtrisent le terrain et que la défense de l'espace territorial de l'AES est sacrée et qu'ils ne ménageront aucun effort
pour débouter hors de notre espace, toute velléité de venir nous annexer et nous recoloniser. Parce que c'est ça l'objectif. Merci, M. Maïga. Oui. Merci, M. Maga. Et restez avec nous pour la suite de cette émission. Eh bien, nous allons parler cette fois-ci de la CEDEAO qui veut engager une diplomatie parlementaire avec les pays de l'AES pour sauver l'Union. Monsieur Traoré, quelles sont les chances de réussite de cette diplomatie parlementaire? C'est assez étonnant quand même le comportement, mais il faut s'y attendre. Tout ce qui nous arrive dans les États, la Confédération, est mûri, réfléchi par les Occidentaux, ceux qui veulent recoloniser l'Afrique. Instrument de manipulation. La CEDEAO, suivez mon regard, s'est comportée de cette façon-là depuis là et elle a été boutée hors dans les États de l'AES. Donc encore une fois, user de la diplomatie parlementaire pour reconquérir les États de l'AES, j'ai envie de dire c'est mal connaître les États de l'AES. C'est peine perdue. C'est peine perdue, ça n'aura pas d'effet parce que ceux qui ont fait, ce qui nous a poussé à quitter, il y a le député sénégalais qui sait bien parler de ça, mais il faut comprendre que la femme que nous sommes partis par les comportements du mari. Ils ne se sont pas bien comportés avec nous. C'est au-delà de la décence. Et là, nous avons de la dignité. Qui a de la dignité ne revient pas sur nous. Quand le déshonneur est servi, quand vous êtes digne, vous quittez la table. Ainsi, les États de l'AES ont quitté la table. Donc, c'est peine perdue, que ce soit par les attaques, l'Ukraine transforme, le terrorisme qui se transforme en ukrainien, que ce soit par la CEDEAO, instrument de manipulation au service du nouveau recolonisateur, tout ce qui nous arrive, la presse, la façon, le narratif, le catéchisme qui est servi autour des États de l'AES, sur la liberté d'expression, sur les droits de l'homme, ça ne marche pas. Il faut les chasser ici, ils reviendront par d'autres portes. Partis honteusement du Burkina, du Mali et du Niger, on se demande pourquoi, souvent, qu'est-ce qui fonde l'espoir après que l'AES dit que sa démarche est irréversible? C'est la dictée. Les gens de la CEDEAO, que ce soit les parlementaires, ne sont pas libres. C'est le colonisé qui agit au nom du maître. Ils sont soumis, c'est un agenda français qu'ils déroulent. Donc, encore une fois, coûte que se récolte par coûte que. Ils ont sémé, ils vont récolter. Ce n'est pas par le Parlement. Ce que les chefs d'État n'ont pas pu réaliser, ce n'est pas les parlementaires. Pas les parlementaires qui pourront résoudre. Alors, monsieur Lavidier, est-ce la même lecture que vous faites? Est-ce peine perdue, cette volonté-là, de vouloir ramener l'AES dans le studio? Oui, déjà, merci au camarade Traoré qui a justement dit un certain nombre de choses que je partage. Il faut dire ici que la CEDEAO, tout comme l'impérialisme, est un mauvais élève. On a dit le 16 septembre dernier qu'on quitte la CEDEAO et que c'est irréversible. C'est une décision irrévocable. Nous avons dans le processus mis les mécanismes qui démontrent d'ailleurs que c'est bien mûri et que la trajectoire de notre départ est bien tracée. Nous avons posé le premier pas en ayant réfléchi profondément et en ayant fait un examen sérieux. Vous voyez, la CEDEAO a désigné le président sénégalais, Diomaye Faye, et celui du Togo comme les médiateurs qui vont encore venir pour échanger dans le but de ramener l'AES à la CEDEAO. C'est, pour répondre à votre question, peine perdue. Peine perdue. Oui, déjà, le Sénégal a fait
des approches fraternelles où il n'a pas caché, même si de façon diplomatique les mots étaient voilés. Et nous, on a compris tout de suite que c'était pour nous ramener dans leur grande famille, la CEDEAO. Mais il faut dire que cette CEDEAO-là a démontré encore ces derniers jours et a laissé voir des actions qui, pour nous autres de l'AES, ne nous encouragent pas à y revenir. D'ailleurs, il y a le député, notamment le parlementaire sénégalais dont parlait Marius Guy Sagna, qui, voilà, parce que était en train de rappeler la CEDEAO à une introspection profonde, à un examen sérieux, afin, même si cette CEDEAO ne va pas rejoindre l'AES, parce que nous entendons plutôt cela, qu'elle puisse poser les bases d'une structure véritablement indépendante et véritablement souveraine, débarrassée des tentacules de l'impérialisme français qui la manipule. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir? On a vu une scène vraiment déshonorante où on l'a retiré la parole. Il n'y avait même pas de minuteur. Et ça, c'est c'est un discours qui n'est pas audible là-bas. Tout à fait. C'est expressement fait pour ne pas mettre un minuteur, de sorte à ce que les discours non audibles là, la présidente puisse l'arracher ça à volonté. C'est ce qu'on a pu vivre. Et quelques jours plus tard encore, une parlementaire, cette fois-ci ivoirienne, commandée, qui, gonflée dans l'esprit, a pu a osé croire qu'elle pouvait descendre de sa tribune de présidium pour croiser les biceps contre Guy Sagna. Mais Guy Sagna, c'est un vrai Sénégalais bien bâti. Comment cette dame a pu penser cela? L'impérialisme est fort. La dissonance... Mais Labidi, qu'est-ce qui fonde l'espoir au sein de la CEDEAO, où la CEDEAO a peur de quoi pour s'acharner, pour insister tant? La CEDEAO... Les atouts de la femme. Déjà, la CEDEAO comprend, que par cette sortie, de façon progressive, ce sont ces incongruités, ce sont ces dysfonctionnements, ce sont ces compromissions qui seront au fur et à mesure mis sur la place publique. Parce que avant, il y avait des sessions parlementaires. On n'a jamais entendu parler de ça. Mais de plus en plus, c'est mis sur la place publique. Déjà ça, il faut que la CEDEAO travaille à contenir et surtout à ramener ces pays-là. Sinon, la dislocation de la CEDEAO est ainsi enclenchée. Monsieur Kaboré, cette nouvelle démarche de la CEDEAO à travers justement la mise en place de dispositifs diplomatiques, peine perdue également. Peine perdue parce que l'AES ne retournera pas au niveau de la CEDEAO. C'est plutôt au pays de la CEDEAO de sortir venir intégrer au sein de l'AES pour que nous puissions parler d'une seule voix comme le veulent nos peuples. La CEDEAO veut sauver l'Union. Est-ce que l'Union existe encore? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que l'Union existe encore? Parce qu'il ne faudrait pas exister avec une façade. Pour exister. Mais il faut exister réellement. Il faut que les populations même qui sont à l'intérieur de vous se sentent déjà dans cette union-là. Mais si les populations même de base ne sont même pas d'accord avec vous, je prends un exemple terre à terre. Lequel des présidents... Alors, très rapidement, on est assez pris par le temps. Lequel des présidents actuels a déjà fait un déplacement et le peuple s'est mobilisé pour les recevoir comme notre président, le camarade Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont été reçus au Niger. Aucun pays, aucun pays de la CEDEAO, aucun président ne peut influer comme ces gens-là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé toutes ces populations à être derrière ces gens-là? Posez-nous les questions. Il faut que les présidents même s'asseyent et ils se mettent vraiment dans la peau d'un bon Africain pour réfléchir comme un bon Africain
et voir est-ce que la trajectoire que nous avons prise là, est-ce que c'est la trajectoire qu'un bon Africain doit prendre. S'il se trouve qu'ils se sont trompés, on demande pardon. L'Africain est simple, l'Africain est prêt à pardonner. Et on change les choses. Voilà, pour sauver ce qui peut être sauvé. Mais le retour de l'AES au sein de la CEDEAO, ça c'est un rêve que je peux dire c'est quasiment impossible. Un rêve irréalisable. Voilà. Alors, avant de prendre M. Maïga depuis le Niger, M. Traoré a tantôt parlé des atouts de la femme qui poussent justement la CEDEAO à vouloir reconquérir. Succinctement, quels sont ces atouts-là, en quelques mots, sans développer? Les atouts, le divorce, nous disons que le divorce est consommé. Les atouts, le mari se rend compte des atouts de la femme. Les atouts, ce sont les richesses. Ils veulent nous recoloniser à cause de nos ressources. Cette guerre, le terrorisme, c'est pour nos ressources. Donc, s'ils veulent revenir par le biais de la CEDEAO, toutes les initiatives sont bonnes pour que la femme revienne, pour qu'ils puissent encore exploiter nos ressources. Donc, c'est l'élément majeur qui pousse. L'atout majeur. L'atout majeur. Alors, monsieur Maïga, réflexion par rapport à ce sujet, la volonté de la CEDEAO d'engager une diplomatie parlementaire avec l'AES pour justement sauver l'Union. Y a-t-il espoir? Non, il n'y a pas d'espoir. Et j'ai envie même de rire en me référant à une sagesse Soraï. Chez les Soraï, on dit lien aveugle a deux problèmes. Quand elle reste dans la brousse, elle a des problèmes avec les carnivores. Quand elle vient en ville, elle a un problème avec les propriétaires des chefs. Autrement dit, aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas compris l'origine de ce problème. L'origine du problème de la CEDEAO, ce n'est pas le capitaine Traoré, ce n'est pas le colonel Keïta, ce n'est pas le général Kani. C'est le peuple de l'AES. Je vais vous raconter une anecdote pour illustrer cela. Lorsque le capitaine Traoré était venu ici au Niger le 5 juin, il y avait un monsieur qui a amené sa femme à la maternité. Arrivé au rond-point, vu l'engouement, il a complètement oublié que sa femme est en travail, il doit l'amener à la maternité. La femme a accouché dans le véhicule des jumeaux. Mais il dit qu'il est content parce qu'au moins l'histoire retiendra que c'est à la naissance de la vraie confédération de l'AES que ces enfants sont venus au monde. La femme a accouché de jumeaux, elle s'appelle Keïta, l'autre Traoré. Vous voyez un tel engagement. C'est joli. Quand le citoyen se décide à s'engager, quel que soit le problème à l'horizon, ce n'est pas un problème de diplomatie parlementaire qui peut régler leurs problèmes. Le divorce avec la CEDEAO est définitivement consommé. C'est définitivement consommé. Nous sommes convaincus que nos chefs d'État ont compris le message lancé les 5 jours un peu partout dans l'espace AES pour leur dire, pour une fois, nous sommes d'accord avec vous. 100%, la page CEDEAO est définitivement fermée. Nous ne voulons plus affaire avec la CEDEAO. Et le président Kani l'a si bien dit lors de son message à la nation du 25 juillet passé, l'an 1 de la proclamation du CNSP, pour dire qu'eux, ils ne sont là que pour mettre en application la volonté du peuple du Sahel. Et cette volonté, c'est d'écouter la CEDEAO. Le député, l'honorable Sagna, nous a donné encore plus, nous a réconforté encore dans notre position, quand il nous a prouvé par A plus B que le Parlement de la CEDEAO, ce ne sont que des députés qui sont là pour défendre les présidents de l'espace. Nous avons vu la députée ivoirienne qui a prouvé à la face du monde qu'elle est là pour défendre le président Alassane Ouattara, mais pas pour défendre le peuple ivoirien ou bien le peuple ouest-africain. Ce Parlement n'est pas crédible pour engager toute forme de négociation avec nous. Alors, le Sénégal désigné. Alors, permettez-moi de conclure. Très rapidement. Oui, le Sénégal désigné pour
être médiateur dans cette affaire. Je pense que les gens ont oublié le chapitre de la Fédération du Mali. Comment ces Sénégalais ont agi? Donc les Sénégalais ne sont pas crédibles pour engager toute forme de négociation avec nous, parce que l'histoire nous a dit qui ils sont, comment ils agissent, et ils sont là pour défendre la France. Bon. Je vous remercie. Merci à vous, M. Ablaye Maïga, depuis le Niger, pour votre apport, combien qualitatif sur ces sujets d'actualité. Merci à vous. Merci, M. Badiba. Merci, Dabira. Merci à vous également, M. Alouna Traoré. Vous êtes militant de la Révolution d'août 1983. J'allais dire camarade Alouna Traoré. Oui, ça me convient mieux. Merci beaucoup. Salut les téléspectateurs. Alors, camarade Labidi Naba, merci à vous également. Merci, Je rappelle camarade. que vous êtes le président, le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso Cause. Ouais. Merci à vous, monsieur Issouf Kaboré, ou devrais-je dire camarade également. Camarade. Ça vous convient? Ça me convient. Camarade Issouf Kaboré, merci d'être passé. Je Merci rappelle beaucoup, que vous êtes le camarade président de la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest, section du Burkina Faso. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360, pour votre constante fidélité à cette émission, Le Regard sur l'avenir. Merci à l'équipe technique et à vous, téléspectateurs. Restez connectés au programme de la télé et à très vite avec d'autres sujets du débat d'actualité.